Carolina da Silva se réveillait tous les jours à 4h30 du matin. Non pas parce qu'un réveil sonnait, mais parce que son corps, conditionné par des années de discipline rigoureuse, d'abord en prison, puis dans la dure vie d'une femme active, était tout simplement incapable de dormir plus longtemps. À 35 ans, Carolina était une femme d'apparence discrète. Ni laide ni belle, elle se fondait dans la masse, ce qui lui convenait parfaitement. Ses cheveux bruns étaient toujours tirés. En arrière, en un chignon pratique, elle ne se maquillait pas et ses vêtements étaient simples et fonctionnels. Ses seuls traits marquants étaient ses mains, calleuses à force de labeur, et ses yeux. Des yeux bruns foncés d'une profondeur et d'une tristesse qu'elle ne pouvait jamais totalement dissimuler. Elle vivait seule dans un studio de 45 mètres carrés dans la zone est de São Paulo. Elle le louait pour 1200 réaux par mois, soit un tiers de son salaire de femme de ménage. L'appartement était spartiate, un lit, une petite armoire, une petite table avec 2 chaises, une vieille télévision qu'elle allumait rarement et des étagères remplies de livres. Beaucoup de livres. Carolina lisait avec avidité. C'était son seul luxe, son unique échappatoire. Romans, essais, biographies, philosophie. Elle dévorait tout. Les livres étaient sa fenêtre sur des mondes qu'elle ne pourrait jamais connaître personnellement. Des mondes où des gens comme elle, des gens au passé sombre, pouvaient trouver la rédemption. Sa routine matinale était immuable. Se réveiller à 4h30, prendre une douche froide, il n'y avait plus d'eau chaude depuis 2 mois et elle n'avait pas les moyens de la faire réparer. Enfiler son uniforme de travail et boire un café noir amer avec 2 tranches de pain. À 5h15, elle quittait son appartement et marchait 15 minutes jusqu'à l'arrêt de bus. 3 bus. C'était son trajet quotidien. Le premier était bondé à 5h30 du matin et elle se retrouvait coincée entre des travailleurs tout aussi épuisés. Descendre au terminus, 20 minutes d'attente pour le deuxième bus. Encore 40 minutes de trajet. Descendre. Prendre le 3e et dernier bus qui la menait au quartier huppé de Morumbi. À 7h45 précise, Carolina est descendue du bus devant les grilles du manoir Mendes. La demeure Mendes occupait tout un pâté de maisons, de hauts murs de 3 mètres de haut, recouverts de plantes grimpantes parfaitement taillées. Des grilles en fer forgé dont le coût dépassait sans doute les 10 années de travail de Carolina. Des caméras de surveillance à chaque coin de rue, des gardes armés 24 heures sur 24. À l'intérieur de ces murs, le monde changeait du tout au tout. Un jardin digne d'un magazine de décoration. Pelouses impeccables, fontaines de marbre, sculptures importées, un lac artificiel peuplé de carpes koi à 50 000 $ pièce. Et au centre de tout cela, la demeure elle-même. 3 étages d'architecture moderne et luxueuse. Verre, marbre, bois exotiques. 15 chambres, 12 salles de bain, 5 salons, une bibliothèque, un cinéma privé, une salle de sport, un spa, une cave à vin climatisée abritant des crus dont le prix dépassait celui d'une petite voiture. La demeure avait été conçue par un architecte de renom et avait fait l'objet d'articles dans des magazines d'architecture internationaux. C'était le genre d'endroit que Carolina, dans son autre vie d'Ana Paula Ferreira, grandissant dans la favela de Paraisópolis, n'aurait jamais imaginé voir à l'intérieur, encore moins y travailler. Mais la voilà. Il y a 5 ans, Carolina a utilisé son empreinte digitale sur le lecteur biométrique du portail de service et est entrée. Elle a traversé l'arrière de la propriété, où les employés circulaient hors de la vue des propriétaires et des visiteurs, pour rejoindre la porte de service du manoir. À l'intérieur, elle troqua ses chaussures usées contre des pantoufles propres, règlement de la maison, pas de saleté sur le sol, en marbre italien, et se dirigea vers le vestiaire du personnel. Elle rangea ses affaires dans son casier, le numéro 7, et prit son chariot de ménage. Le manoir Mendes employait un personnel de 12 personnes, 4 femmes de ménage, dont Carolina, 2 jardiniers, un chauffeur, un chef cuisinier et 2 sous-chefs, une gouvernante en chef, Donna Sonia, une femme sévère de 58 ans qui dirigeait la maison d'une main de fer, et une nounou. Carolina travaillait du lundi au samedi, de 8h à 18h, avec 1 heure de pause déjeuner. Son travail consistait à nettoyer le 2e étage de la maison. 5 chambres, 3 salles de bain, le bureau privé de Rafael Mendes et le couloir. Cela paraissait une tâche simple, mais chaque pièce était aussi grande que son appartement, et Rafael Mendes était d'une exigence de propreté absurde. Tout devait être parfait. Pas une poussière, pas une tache,
Pas un seul objet déplacé. Durant les premiers mois, Carolina vivait dans la crainte constante d'être renvoyée pour non-respect des normes. Mais elle était méticuleuse, une qualité qu'elle avait développée en prison, où le souci du détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort, et elle gagna peu à peu l'approbation tacite même de Dona Sonia. Le propriétaire de cette luxueuse forteresse était Rafael Mendes. Âgé de 40 ans, il était PDG de Tech Brasil, l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Amérique latine. Il avait bâti cette société à partir de rien à l'âge de 25 ans, la transformant en un géant valorisé à 50 milliards de réaux. Forbes le classait parmi les 100 hommes les plus riches du Brésil, avec une fortune personnelle estimée à 8 milliards de réaux. Raphaël était grand, environ 1,85 m, mince mais athlétique, avec des cheveux noirs et quelques mèches grises précoces aux tempes, des yeux verts perçants et une mâchoire carrée. Il ne portait que des costumes Armani sur mesure. Il ne souriait jamais. Il parlait peu. Lorsqu'il était chez lui, ce qui était rare, il passait le plus clair de son temps enfermé dans son bureau, en visioconférence ou à analyser des tableurs. Il était veuf. Son épouse, Fernanda, était décédée 3 ans plus tôt d'un cancer du pancréas. Elle n'avait que 35 ans et laissait derrière elle un bébé de 6 mois. Ce bébé avait maintenant 3 ans et s'appelait Miguel. Et Miguel était la raison pour laquelle Carolina n'avait pas quitté ce travail depuis longtemps, malgré la distance terrible et le salaire qui couvrait à peine ses dépenses, parce que Carolina aimait ce garçon. Miguel Mendes était la plus belle chose que Carolina ait jamais vue. 3 ans, des cheveux noirs et bouclés comme son père, mais les 12 yeux bruns de sa mère disparus. Un sourire qui illuminait chaque pièce, un rire communicatif, et une personnalité douce et affectueuse qui faisait fondre même les cœurs les plus endurcis. Carolina a vu Miguel pour la première fois le jour de son premier jour de travail, il y a 5 ans. Elle nettoyait le couloir du 2e étage lorsqu'elle a entendu un cri provenant d'une des chambres. Un bébé. Elle a hésité. S'occuper d'enfants n'était pas son rôle, et Doña Sonia avait été très claire. Reste à ta place et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mais les pleurs continuaient, et Carolina, dont le cœur était trop tendre pour son propre bien, ne pouvait les ignorer. Elle poussa doucement la porte entr'ouverte et entra dans la chambre du bébé. C'était une pièce immense, décorée dans des tons de bleu et de blanc, avec un berceau qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, si elle en avait une. Et dans le berceau, un tout petit bébé au visage rouge d'avoir tant pleuré. « Hé, hé, ma petite !» murmura Carolina en s'approchant. « Qu'est-ce qu'il y a? Où est ta baby-sitter ?» Comme en écho, elle entendit des voix fortes venant du rez-de-chaussée. La nounou était en pleine dispute avec quelqu'un dans la cuisine. Le bébé continuait de pleurer, ses petits poings frappant l'air. Carolina regarda la porte, puis le bébé, puis de nouveau la porte. Elle savait qu'elle ne devait pas, mais... « Oh, tant pis !» marmonna-t-elle en prenant le bébé dans ses bras. Il était si petit, si léger, et lorsqu'elle le serra contre sa poitrine, le berçant doucement, quelque chose en elle se brisa. Elle n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras. Elle n'en avait jamais eu l'occasion. Sa vie avait été trop dure, trop axée sur la survie, pour qu'elle puisse envisager d'avoir des enfants. Et maintenant, à 30 ans, à l'époque, après tout ce qu'elle avait vécu, elle savait qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Mais voilà que ce petit être humain, lui faisant entièrement confiance, se calmait dans ses bras. « Allons, allons !» murmura-t-elle en le secouant. « Tout va bien. Carole est là. » Voilà comment ça a commencé. Au fil des années, Carolina et Miguel ont tissé des liens inexplicables. Elle n'était pas sa nounou officielle. Ce rôle était tenu par une femme, nommée Josefina, efficace mais froide, qui traitait Miguel comme un employé et non comme une personne. Mais chaque fois que Josefina était occupée, chaque fois que Miguel était contrarié, effrayé, ou avait simplement besoin d'affection, il se tournait vers Carolina. « Carole !» cria-t-il en courant dans les couloirs sur ses petites jambes. « Où est Carole ?» Et Carolina, qui aurait dû nettoyer, ranger ou accomplir n'importe quelle autre tâche figurant sur son interminable liste de choses à faire, laissait tout tomber et ouvrait grand les bras. « Je suis là, mon prince. Je suis toujours là. » Elle n'aurait pas dû faire ça. Dona Sonia l'avait déjà réprimandée à plusieurs reprises pour se mêler trop à la famille et oublier sa place. Mais Carolina n'y pouvait rien. Car lorsqu'elle regardait Miguel, avec son sourire innocent et ses yeux confiants,
Elle voyait une pureté qu'elle avait oubliée. Elle voyait l'espoir. Elle voyait tout ce qu'elle n'avait jamais été, mais qu'elle désirait ardemment être. Et peut-être, au fond d'elle-même, prendre soin de Miguel était sa façon de se racheter, d'essayer de rétablir l'équilibre karmique. Elle avait commis des actes répréhensibles, des actes terribles dans sa vie. Peut-être, juste peut-être, si elle faisait le bien maintenant, si elle aimait cet enfant de tout son cœur, pourrait-elle se racheter. Raphaël interagissait rarement avec son fils. Il était toujours au travail, toujours en voyage, toujours absent. Lorsqu'il était à la maison, il regardait Miguel avec une expression mêlant amour et douleur insoutenable. Caroline avait compris. Miguel était le portrait craché de Fernanda. Voir son fils devait être pour Raphaël un véritable crève-cœur chaque jour. Mais cela ne justifie en rien la situation. Un enfant a besoin de ses parents. Il a besoin d'amour concret, pas seulement d'un soutien financier. Carolina a donc comblé le vide. Non pas parce qu'elle pensait le devoir de le faire, mais parce qu'elle ne pouvait s'en empêcher. Elle a appris à Miguel à lasser ses chaussures. Elle lui chantait des berceuses quand il faisait des cauchemars. Elle lui préparait des crêpes en forme d'ours parce qu'il les trouvait amusantes. Elle lui nettoyait les genoux écorchés quand il tombait. Elle lui tenait la main pendant les orages parce qu'il avait peur du tonnerre. « Carole, resteras-tu toujours avec moi ?» avait demandé un jour Miguel, avec ses 3 années d'innocence absolue. « Chaque fois que tu auras besoin de moi. »« Mon amour !» répondit Carolina en l'embrassant sur le front. Mais c'était un mensonge. Et elle le savait, parce qu'elle vivait sous une fausse identité. Elle risquait constamment d'être découverte. Et quand cela arriverait, car cela arriverait inévitablement, elle perdrait tout. Miguel y comprit, et cette pensée l'empêchait de dormir chaque nuit, le cœur lourd de peur. Pour comprendre le secret de Carolina, il faut remonter 10 ans en arrière, à l'époque où elle n'était pas encore Carolina da Silva, mais Ana Paula Ferreira, et à l'époque où elle traversait la période la plus sombre qu'une personne puisse connaître, le pénitencier pour femmes de São Paulo. Ana Paula avait 23 ans lorsqu'elle a été condamnée. Elle a écopé de 8 ans de prison pour trafic international de stupéfiants. Elle avait été arrêtée à la douane de l'aéroport de Guarulhos avec 3 kilos de cocaïne dissimulée dans le double fond de sa valise. Ce n'était pas une criminelle endurcie. Elle n'appartenait à aucune organisation criminelle. C'était juste une jeune fille désespérée qui a pris la pire décision de sa vie. Ana Paula a grandi à Paraisópolis, l'une des plus grandes favelas de São Paulo. Fille unique d'une mère célibataire qui travaillait comme femme de ménage et buvait excessivement. Elle n'a jamais connu son père. Elle a grandi en voyant sa mère subir les violences de ses compagnons successifs. À 16 ans, elle a fugué. Elle a vécu dans la rue pendant 6 mois avant de trouver un emploi dans un restaurant. Le salaire était misérable, mais au moins elle avait un toit sur la tête. Elle partageait une minuscule chambre avec 3 autres filles dans une pension insalubre. À 20 ans, Ana Paula rencontra Tiago. Il était beau, charmant, attentionné, tout ce qui lui avait toujours manqué. Il lui dit qu'il l'aimait. Il lui promit de prendre soin d'elle. Et Ana Paula, qui avait si désespérément besoin d'amour et d'acceptation, le crut. Il fallut 6 mois pour que Tiago perde son masque. Pour qu'elle découvre qu'il était un joueur compulsif, qu'il devait de l'argent à des usuriers dangereux, qu'il était criblé de dettes. Puis sont venues les violences, d'abord verbales, puis physiques, mais toujours avec des excuses, toujours avec des promesses que ce serait la dernière fois, toujours avec « je t'aime tellement, c'est juste que je perds le contrôle quand je suis stressée ». Ana Paula aurait dû partir, elle le savait. Mais où aller? Retourner à la rue? Chez sa mère alcoolique? Elle n'avait personne, elle n'avait rien, et ça resta ainsi. Et puis un jour, Tiago est arrivé avec une proposition. « Chérie, j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes », dit-il avec ce sourire qui la faisait toujours fondre. « Un petit voyage en Bolivie, tu ramènes une valise et on empoche 50 000 réaux. 50 000, Anna. Imagine tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. » Ana Paula n'était pas stupide. Elle savait parfaitement ce que signifiait « ramener une valise ». Tiago, « Non, ça, je pourrais être arrêté. »« Tu ne vas pas te faire arrêter », l'assura-t-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Des milliers de personnes font ça tous les jours. C'est sans danger. Et chérie, j'en ai vraiment besoin. Mes créanciers m'ont menacé de mort si je ne rembourse pas avant la fin du mois. S'il te plaît, tu es la seule personne en qui je puisse avoir confiance. » Et Ana Paula, parce qu'elle était jeune, naïve, désespérée, et qu'elle pensait être amoureuse de cet homme, a dit oui. Le voyage en Bolivie fut rapide.
Elle trouva le contact que Tiago lui avait donné. Elle récupéra sa valise. Elle se rendit à l'aéroport. Et elle a été arrêtée par les douanes brésiliennes à son retour. Les chiens renifleurs ont immédiatement détecté la drogue. Les gardes ont ouvert la valise, ont trouvé le double fond et ont découvert 3 kilos de cocaïne pure. Ana Paula a été arrêtée sur le champ. Menottée, emmenée en cellule, elle a été interrogée pendant des heures. Qui vous a ordonné de faire cela? À qui livriez-vous la drogue? Donnez-nous des noms et nous coopérerons avec vous. Mais Ana Paula, même à ce moment-là, même terrifiée et consciente que sa vie était finie, a protégé Tiago. Elle a affirmé qu'elle agissait seule, que personne d'autre n'était impliqué. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait encore. Elle croyait encore qu'il viendrait la sauver, qu'il prendrait un avocat, qu'il prendrait soin d'elle. Tiago ne s'est jamais présenté, ni au procès, ni une seule fois pendant les 6 années qu'elle a passées en prison. J'ai appris plus tard par un codétenu que Tiago avait été tué 2 mois après son arrestation, abattu lors d'une bagarre dans un bar. Il est mort criblé de dettes envers une demi-douzaine d'usuriers. Et Ana Paula réalisa qu'elle avait gâché toute sa vie pour un homme qui ne l'avait jamais vraiment aimée, qui ne faisait que se servir d'elle. Les premiers mois en prison furent un véritable enfer. Ana Paula était jeune, frêle et apeurée. Une proie facile. Elle fut victime d'extorsions, de menaces, et on lui vola ses quelques affaires. Elle comprit vite qu'elle devait se blinder ou mourir. Elle s'est endurcie. Elle a appris à se battre. Elle a appris à ne pas montrer de faiblesse. Elle a appris les règles non écrites de la prison. Avec qui s'allier, avec qui éviter le regard, comment obtenir les meilleurs emplois, comment rester hors des ennuis. Mais quelque chose en elle se brisait. Elle le sentait. L'Ana Paula, qui était entrée en prison, avec encore une étincelle d'espoir, encore un peu de bonté, mourait un peu chaque jour. Elle aurait été complètement perdue sans Sœur Teresa. Sœur Teresa était une religieuse de 67 ans qui travaillait bénévolement dans la prison depuis 20 ans. Elle proposait des cours d'alphabétisation, des groupes de prière et des entretiens individuels. La plupart des détenus l'ignoraient ou se moquaient d'elle. Mais Sœur Teresa était persévérante, surtout avec Ana Paula. « Pourquoi ça vous intéresse ?» s'écria finalement Ana Paula un jour, après des mois d'efforts de Sœur Teresa pour la raisonner. « Je suis une criminelle, une trafiquante de drogue. Je ne mérite pas votre gentillesse. »« Chacun mérite de la bienveillance, » répondit simplement Sœur Teresa. « Et vous n'êtes pas vos crimes, vous êtes une âme humaine qui a fait de mauvais choix. Quelle est la différence? La différence, c'est que les décisions peuvent être modifiées. Vous pouvez choisir désormais de prendre de meilleures décisions. En prison, comment? Commencez par décider quel genre de personne vous voulez être en partant d'ici. Voulez-vous partir encore plus endurci ou quelqu'un qui a appris, mûri et est prêt pour une vie meilleure? C'était une question simple, mais elle a tout changé. Les années suivantes, Ana Paula commença à participer au programme de Sœur Teresa. Il termina ses études secondaires grâce à des cours en prison. Il se mit à lire voracement, dévorant tout ce qui lui tombait sous la main. Philosophie, psychologie, biographie de personnes ayant surmonté l'adversité. Elle a rencontré d'autres femmes qui, comme elle, commettèrent des crimes non par méchanceté, mais par désespoir. Des femmes qui avaient des enfants à la rue, qui avaient subi des violences, qui n'avaient pas d'autre choix. Ana Paula a alors compris quelque chose de fondamental. Le système était défaillant. La société poussait les gens vers le crime par la pauvreté et le manque d'opportunités, puis les punissait sévèrement sans leur offrir de véritables voies de réinsertion. « Que ferez-vous quand vous partirez ?» demanda un jour Sœur Teresa. « Je ne sais pas », a admis Ana Paula. « Qui va m'embaucher avec un casier judiciaire? Je finirai par replonger dans le crime juste pour survivre. Ou bien, dit lentement Sœur Teresa, vous recommencez complètement à zéro. Comme? Avec une nouvelle identité, une nouvelle vie, une véritable seconde chance. » Ana Paula cligna des yeux. C'est illégal. Oui, c'est vrai. Sœur Teresa ne le niait pas. Mais parfois, quand le système est si injuste qu'il empêche des gens comme vous de se réhabiliter légalement, de petites injustices dans l'autre sens deviennent nécessaires. Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Parce que je crois en toi. Je crois que tu sauras utiliser cette seconde chance pour faire le bien, pour être la personne que je sais que tu peux être. C'est ainsi que, grâce au contact de Sœur Teresa, et Ana Paula n'a jamais demandé de détails. Certaines choses étaient mieux laissées inconnues. Les documents ont été mis en place.
Ana Paula Ferreira mourrait officiellement en prison. Une erreur administrative qui la ferait passer pour décédée. Et lorsqu'elle serait libérée, après avoir purgé 6 ans de sa peine pour bonne conduite, elle serait une personne différente. Caroline da Silva. Faites en sorte que cela en vaille la peine, a dit sœur Teresa lors de la libération d'Ana Paula. Vivez une vie qui honore cette seconde chance. Je te le promets, dit Ana Paula, désormais Carolina, en serrant dans ses bras la seule personne qui avait cru en elle. Je ferai tout mon possible chaque jour pour être à la hauteur. Les premières années de Carolina da Silva furent incroyablement difficiles. Elle quitta la prison avec 300 réaux d'allocation carcérale, quelques vêtements donnés et de faux papiers. Il réussit à se procurer une minuscule chambre dans une pension pour $400 par mois. Il cherchait désespérément du travail. Mais même avec un casier judiciaire vierge, trouver un emploi s'avérait difficile. Elle n'avait aucune référence. Il n'avait aucune expérience professionnelle. Il ne possédait aucune compétence particulière. Il a d'abord travaillé dans une station de lavage auto, puis dans un restaurant. Ensuite, il a fait du nettoyage de bureaux la nuit. Il cumulait 2 voire 3 emplois simultanément, ne dormant que 4 heures par nuit et se nourrissant de nouilles instantanées et de pain bon marché. C'était une existence brutale, mais elle était honnête, et c'est ce qui comptait pour elle. Après 3 ans de dur labeur et d'économie minutieuse, elle avait enfin réussi à louer son propre appartement, petit certes, mais à elle tout de même. Elle éprouvait de la fierté pour la première fois depuis des années. C'est alors qu'elle a vu l'annonce. Femme de ménage recherchée pour une villa à Morumbi. Salaire, 3500 plus avantages. Expérience requise. 3500 rala, c'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 emplois réunis. C'était l'occasion de souffler enfin financièrement. Elle a postulé en mentant sur ses années d'expérience dans les demeures haut de gamme. Elle n'avait aucune expérience, mais avait regardé des vidéos YouTube sur les techniques de nettoyage professionnelles et avait tout mémorisé. Elle fut convoquée pour un entretien. Donna Sonia, la gouvernante, l'interrogea d'un œil critique. « Vous semblez trop ordinaire pour travailler dans une maison de ce niveau », dit Donna Sonia, visiblement peu impressionnée. « Je suis une employée dévouée », répondit Carolina. « Donnez-moi l'occasion de le prouver. »« Je vous donne une semaine d'essai. Si vous ne répondez pas à nos exigences, vous êtes renvoyée. » Carolina accepta, et elle travailla comme une forcenée la première semaine. Elle nettoya jusqu'à avoir mal au bras. Elle étudia chaque recoin de la maison, mémorisa l'emplacement de chaque objet et apprit les préférences de Rafael Mendez par une observation attentive. À la fin de la semaine, même Donna Sonia a dû admettre « Tu es acceptable. Bienvenue dans l'équipe. » Et c'est ainsi que Carolina trouva une certaine stabilité. Ce n'était pas une vie de luxe. Elle se levait toujours à 4h30, prenait toujours 3 bus, vivait toujours dans un minuscule appartement. Mais c'était une vie authentique, c'était une vie sûre, c'était bien, pendant 5. Tant elle a vécu ainsi, travaillant avec assiduité, évitant d'attirer l'attention, se faisant discrète, et aimant en secret l'enfant dont elle s'occupait, à l'abri des regards. C'était une vie bâtie sur des mensonges, mais vécue avec intégrité. Puis vint la nuit de l'incendie, et tout a changé. C'était un mardi, le 14 novembre. Carolina se souviendrait de cette date toute sa vie. Raphaël recevait un important dîner dans son manoir. 20 investisseurs internationaux envisagèrent d'investir 500 millions de dollars dans sa société. C'était une transaction cruciale. La maison devait être impeccable. Toute l'équipe travaillait tard. Le chef et ses assistants préparaient un menu en 7 services. Les jardiniers veillaient à ce que l'extérieur soit impeccable. Et le personnel de nettoyage, dont Carolina, s'activait pour que chaque surface brille de 1000 feux. Le dîner commença à 20 heures. Carolina pouvait entendre une douce musique classique et des conversations en anglais et en portugais provenant de la salle à manger pendant qu'elle nettoyait le 3e étage. Michael dormait déjà. Josefina, la nounou, l'avait couché à 19h30, puis était partie. Elle partait toujours lorsqu'elle avait des dîners entre amis, puisque son service se terminait officiellement à 20h. Carolina a terminé le 3e étage vers 22h30. Le dîner était encore en cours. Elle est descendue au 2e étage pour une dernière vérification avant de rentrer chez elle. C'est à ce moment-là qu'il l'a sentie. Fumée, faible mais indéniable. Son cœur s'est emballé. Ayant vécu dans la favela durant son enfance, elle avait vu trop d'incendies.
Elle savait comment il pouvait démarrer modestement et se transformer en brasier en quelques minutes. Elle suivit l'odeur dans le couloir. Elle s'intensifia. Et puis elle la vit. De la fumée s'échappait de sous la porte de la chambre de Miguel. « Non !» cria Carolina en s'enfuyant. Elle ouvrit la porte et fut assaillie par une vague de chaleur et de fumée. Les rideaux étaient déjà complètement embrasés. Le feu s'était propagé au mur. La porte de l'armoire commençait à prendre feu, et Miguel était assis sur le lit, les yeux écarquillés de terreur, toussant violemment, paralysé par la peur. Carolina n'a pas réfléchi, pas une seule seconde. Elle a plongé dans la pièce en flammes. La chaleur était insoutenable. C'était comme être dans un four. La fumée lui brûlait les poumons à chaque respiration. Ses yeux larmoyaient, l'empêchant de voir. « Miguel !» cria-t-elle. « Carole !» s'écria le garçon en la voyant. « Carole, j'ai peur !»« Je sais, mon amour, je sais !» Carolina trébucha sur un jouet, tomba à genoux, mais se releva. Ses mains touchèrent à quelque chose de brûlant, la poignée d'un tiroir en feu, et elle hurla de douleur mais continua d'avancer. Elle atteignit le lit et attrapa Miguel, le serrant dans ses bras. Il s'accrocha à elle avec une force désespérée, enfouissant son visage dans son cou. « Ferme les yeux, mon prince. Ferme-les et ne les rouvre pas. » Carolina se tourna vers la porte mais s'arrêta figée. Le temps qu'il lui faille quelques secondes pour atteindre Miguel, le feu s'était propagé à une vitesse fulgurante. La porte était désormais bloquée par les flammes. Toute issue était impossible. La panique la saisit pour la première fois. Ils étaient piégés. « Au secours !» hurla-t-elle de toutes ses forces. « À l'aide! Miguel est là! Au secours !» Mais la salle à manger se trouvait au premier étage, de l'autre côté de la maison. De la musique y était jouée. Personne ne pouvait l'entendre. La fumée s'épaississait. Miguel toussait violemment, la gorge serrée. Carolina savait qu'il ne leur restait que quelques minutes, peut-être quelques secondes, avant de perdre connaissance, asphyxiée par la fumée. Ses yeux cherchaient désespérément une autre issue, et puis elle l'a vue, la fenêtre. Elle était partiellement ouverte. De l'air, relativement, frais, y entrait, ce qui signifiait aussi que le feu était alimenté, devenant plus grand et plus chaud à chaque seconde. Carolina courut vers la fenêtre, écartant du pied jouets et débris. Elle l'ouvrit en grand, et l'air froid de la nuit envahit la pièce. Derrière elle, elle entendit un grand crac. Une partie du plafond commençait à s'effondrer. Il baissa les yeux. Deuxième étage. Il devait se trouver à environ 6 ou 7 mètres du sol. Il y avait quelques buissons en dessous, mais c'était essentiellement du béton. Une chute pourrait les tuer. Tous les deux. Ou à tout le moins, leur briser des os, les paralyser, leur causer des lésions cérébrales. « Au secours !» cria-t-elle par la fenêtre. « À l'aide ! Miguel est là !» Et puis, il a vu des gens sortir de la maison en courant. Quelqu'un avait aperçu la fumée. Il y avait des cris des gens qui couraient. « Miguel est là-haut !» cria Carolina. Elle vit Raphaël courir, sa chemise blanche tachée de nourriture oubliée. Leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre. Elle lut une terreur absolue sur son visage. « Ne sautez pas !» cria-t-il. « Attendez les pompiers !»« Il n'y a plus de temps !» a crié Carolina en retour. Et il n'y avait rien. Le plafond se fissurait encore davantage. Les flammes commençaient à atteindre la fenêtre. Dans 30 secondes, ils seraient complètement encerclés. « Miguel, mon chéri, écoute Carole, » dit-elle en essayant de se calmer. « Ça va faire un peu mal, mais je te protégerai. D'accord? Tu fais confiance à Carole? »« Oui, » sanglota Miguel. « Je te fais confiance. Alors fermez les yeux et tenez-vous très fort. » Carolina grimpa sur le rebord de la fenêtre. Le vent nocturne fouettait son visage ruisselant de sueur et couvert de suie. En bas, elle entendait des gens crier, mais le rugissement du feu couvrait la plupart des bruits. Elle serra Miguel dans ses bras, veillant à ce que son propre corps soit bien positionné pour amortir le choc. Si elle se brisait la colonne vertébrale, qu'il en soit ainsi. L'essentiel était que Miguel survive. « Je t'aime », murmura-t-elle au garçon. Elle ne savait pas si c'était convenable de le dire. Elle n'était que la femme de ménage, mais elle ne put s'en empêcher, parce que c'était vrai. Elle aimait ce garçon plus que tout au monde. Puis elle a sauté. La chute sembla se dérouler au ralenti et à une vitesse vertigineuse simultanément. Le vent sifflait. Le sol se rapprochait à une vitesse effrayante. Miguel hurlait. Son cœur battait si fort qu'il pouvait entendre le sang pulser dans ses oreilles. Et puis, impact. Ils percutèrent les buissons. Carolina sentit des branches lui lacérer la peau.
Son épaule gauche la fit souffrir atrocement. Quelque chose s'était brisé, c'était certain. Sa jambe droite se tordit dans une position impossible. Une douleur comme elle n'en avait jamais ressenti la traversa de part en part. Mais il serra Miguel contre lui. Son corps fit ce qu'il devait faire, absorber le choc, protéger l'enfant. Ils roulèrent des buissons sur l'herbe. Carolina avait du mal à respirer. Chaque inspiration était une torture. Des côtes cassées, réalisa-t-elle vaguement. Miguel, haleta-t-elle. Tu vas bien? Carole? Carole? Miguel pleurait, mais il était vivant, conscient et apparemment sans blessure grave, autre que des égratignures. Puis des mains se posèrent sur elle, de nombreuses mains, la soulevant. Miguel fut doucement retiré de ses bras. Non, laissez-le tranquille, essaya-t-elle de dire, mais sa voix ne fonctionnait plus correctement. Puis il aperçut Raphaël. Il tenait Miguel dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage, vérifiant frénétiquement si son fils était blessé. Son regard se porta ensuite sur Carolina. « Vous l'avez sauvé, » dit Raphaël, la voix tremblante d'émotion. « Vous avez sauvé mon fils. Merci, 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 merci. » Des sirènes retentissaient au loin. Pompiers, ambulance. Carolina essaya de parler, d'expliquer que tout allait bien, qu'elle recommencerait sans hésiter. Mais la douleur devenait insupportable. La dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir fut le visage de Miguel qui l'appelait. « Carole, ne pars pas. Carole !» Il a essayé de sourire. Il a essayé de dire qu'il allait bien. Mais ensuite, tout est devenu noir. Suite du texte de 10 000 mots, Carolina se réveilla 4 jours plus tard dans une chambre d'hôpital privée. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle se trouvait. Des murs d'un blanc immaculé. Un équipement médical ultra-moderne. Une immense fenêtre donnant sur la ville. Ce n'était pas un hôpital public, c'était évident. Elle tenta de se redresser et gémit aussitôt de douleur. Elle avait mal partout, absolument partout, comme si un camion lui avait roulé dessus. « Doucement, doucement », dit une voix apaisante. Une infirmière s'approcha et redressa son lit. « Vous avez été gravement blessé. Ne bougez pas trop vite. »« Miguel » furent les premiers mots que Carolina parvint à prononcer, la voix rauque et éraillée. Le garçon, il... « tout va bien, » sourit l'infirmière. « Juste quelques égratignures, rien de plus. Vous l'avez complètement protégé du choc. Vous êtes un héros. » Carolina ferma les yeux, soulagée au-delà des mots. Miguel allait bien. C'était tout ce qui comptait. « Vos blessures, » poursuivit l'infirmière en consultant les moniteurs, « comprennent une fracture de la jambe droite à 2 endroits, une luxation de l'épaule gauche, 3 côtes fracturées, des brûlures au 2e degré au bras et au cou, une légère commotion cérébrale, ainsi que de nombreux hématomes et lacérations. Vous avez eu de la chance. Cela aurait pu être bien pire. Chance n'était pas le mot que Carolina aurait utilisé pour décrire son saut par la fenêtre du 2e étage, mais elle n'a pas protesté. « Quelqu'un attend de la voir, » dit l'infirmière. « Monsieur Mendes est venu tous les jours. Puis-je vous confirmer sa présence? » « Tous les jours ?» Carolina cligna des yeux. « Combien de temps suis-je restée? »« Inconsciente ? 4 jours. Vous avez été maintenue sous sédatif pendant les 2 premiers jours, le temps des interventions chirurgicales. Des opérations, au pluriel. » Carolina se sentait un peu nauséeuse. « Oui, » finit-elle par dire. « Vous pouvez dire qu'il peut entrer. » L'infirmière est sortie. Moins d'1 minute plus tard, Raphaël Mendes est entré dans la pièce. Carolina eut du mal à le reconnaître. Cet homme, d'ordinaire impeccablement vêtu et d'un calme imperturbable, portait un jean et un simple t-shirt. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Carolina », dit-il, la voix empreinte d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « Tu es réveillée. Dieu merci. »« Miguel », commença-t-elle. « Il va parfaitement bien. Mieux que bien. Il n'a même pas une égratignure. » Raphaël rapprocha une chaise du lit et s'assit. « Grâce à toi. Toi, tu as sauté par la fenêtre du 2e étage. Tu aurais pu mourir. Il n'y avait pas le choix. Il y a toujours un choix. Tu aurais pu essayer de te sauver toi-même. Tu aurais pu sauter et laisser Miguel. Mais tu ne l'as pas fait. » Raphaël se prit le visage entre les mains. « Tu as sacrifié ton propre corps pour le protéger de la chute. »« Bien sûr que oui, » répondit simplement Carolina. « C'est Miguel. » Et quelque chose dans cette réponse, sa simplicité même, son absence d'hésitation, sembla briser quelque chose chez Raphaël. Il se mit à pleurer. «
Non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds et gutturaux, ceux de quelqu'un qui avait refoulé ses émotions pendant trop longtemps. « J'ai failli le perdre », dit-il entre deux sanglots. « J'ai failli perdre mon fils, le seul lien qui me reste avec Fernanda. Et vous, quelqu'un que je connais à peine, quelqu'un que je paye moins en un an que ce que je dépense en costume, vous l'avez sauvé sans hésiter. » Carolina ne savait pas quoi dire. Alors elle ne dit rien. Elle laissa simplement l'homme pleurer. Au bout de quelques minutes, Raphaël reprit ses esprits. Il se frotta les yeux, gêné. « Désolé, je ne suis généralement pas aussi émotive. Tout va bien. » « Non, ce n'est pas le cas. Vous méritez mieux que de voir votre employeur s'effondrer. » Raphaël redressa les épaules et Carolina aperçut le PDG milliardaire qui revenait. « Carolina, il y a quelques points que je dois vous annoncer. Premièrement, vos frais médicaux sont entièrement pris en charge. Absolument. Tout. Vous êtes dans le meilleur hôpital privé de São Paulo avec les meilleurs médecins. Vous bénéficierez de séances de kinésithérapie de première classe, de tout ce dont vous avez besoin. Monsieur Mendes, je ne peux pas payer. Vous ne paierez pas un centime, c'est moi qui paie. C'est la moindre des choses. » Il leva la main lorsqu'elle commença à protester. « Deuxièmement, une fois rétabli, vous ne retournerez pas à votre ancien travail de femme de ménage. » Le cœur de Carolina se serra. Elle était licenciée. À cause de ses blessures, elle ne pourrait probablement plus travailler aussi efficacement. « Vous allez être promue gouvernante personnelle, » poursuivit Raphaël. « Des responsabilités moins importantes, davantage axées sur la supervision que sur le travail manuel. Un salaire de 15 000 $ par mois, plus tous les avantages sociaux. » Carolina était sans voix. 15 000 réaux, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. « Monsieur Mendes, je ne peux pas. Vous pouvez le faire et vous le ferez, » dit-il fermement. « Troisièmement, il y a une récompense, 1 million de réaux, pour avoir sauvé la vie de Miguel. »« 1 million ?» s'écria presque Carolina avant de gémir car crier lui donnait mal aux côtes. « Oui, l'argent est déjà déposé sur un compte que j'ai ouvert à votre nom. Il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. »« Je n'ai rien fait. » Carolina était complètement sous le choc. « Pourquoi ? J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » dit Raphaël avec intensité. « Personne n'aurait fait ça. Crois-tu que Josefina se serait jetée dans cet enfer ? Que Donna Sonia aurait risqué sa vie ? Que quiconque travaillant pour moi aurait fait ce que tu as fait ? Je ne sais pas. Je sais. La réponse est non. Tu es spéciale, Carolina. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé la seule chose au monde qui compte vraiment pour moi. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Carolina. « J'aime ce garçon, » murmura-t-elle. « Je l'aime tellement. Je sais. Je l'ai toujours su. J'ai vu comment tu le regardais. Comme son visage s'illuminait quand il te voyait. » Raphaël sourit pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. « Il est dehors, en fait. Il supplie de te voir. Les médecins ont dit que tu pouvais recevoir des visites quelques minutes si tu te sens prête. »« Oui, » répondit aussitôt Carolina. « Oui, s'il vous plaît. » Raphaël partit et revint quelques secondes plus tard en tenant la main de Miguel. Le garçon paraissait si petit, si effrayé. Il avait un bandage au bras et une égratignure au visage. Mais il était vivant, debout. Il bougeait. « Carole !» cria-t-il en la voyant essayant de s'enfuir, mais Raphaël le retint doucement. « Doucement, champion. Elle est blessée. »« Très bien, » dit Carolina en ouvrant son bras libre. « Viens ici, mon prince. » Miguel monta prudemment sur le lit, avec l'aide de Raphaël, et se blottit doucement contre Carolina. Elle le serra dans ses bras, respirant le parfum de shampoing pour bébé et d'innocence. « Tu m'as sauvé, » dit Miguel en la regardant de ses grands yeux bruns. « Tu as sauté par la fenêtre avec moi. Tu es comme une super-héroïne. »« Non, pas du tout, » sourit Carolina. « Je suis juste quelqu'un qui vous aime beaucoup. Papa a dit que tu allais t'en sortir, que tu allais rentrer à la maison avec nous. Oui, mon amour, dès que les médecins diront que tout va bien. Promesse ? Je le promets. » Et à ce moment-là, enlaçant Miguel, tandis que Raphaël les regardait avec une expression de gratitude et autre chose, quelque chose que Carolina n'arrivait pas à définir précisément, elle se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie, mais aussi plus terrifiée, parce qu'1 million de réaux, de la promotion, de l'attention, tout cela signifiait de la visibilité. Et la visibilité était la dernière chose dont quelqu'un avec une fausse identité et un casier judiciaire avait besoin. Mais il était trop tard pour faire marche arrière.
La machine était déjà en marche, et Carolina n'avait aucune idée de la rapidité avec laquelle tout allait s'effondrer. Si Carolina pensait pouvoir se rétablir discrètement et retourner à l'anonymat, elle se trompait tragiquement. L'histoire de l'incendie a explosé dans les médias comme une traînée de poudre. Une femme de nettoyage héroïque sauve le fils. D'un milliardaire des flammes, titraient les journaux. Il y avait des photos, des tas de photos. Quelqu'un présent au dîner avait filmé le moment où Carolina a sauté avec Miguel. La vidéo, granuleuse mais saisissante, a fait le tour des réseaux sociaux et a été partagée des millions de fois. Hero of Dimension est devenu tendance. Des journalistes campaient devant l'hôpital. À chaque fois qu'un médecin ou une infirmière sortait, ils étaient assaillis de questions. Comment va l'héroïne? Va-t-elle se rétablir? Pouvons-nous lui parler? Raphaël a usé de toute son influence et de toute sa fortune pour tenir les journalistes à l'écart de la chambre de Carolina. Il a engagé des gardes du corps privés et a publié des communiqués de presse officiels demandant le respect de sa vie privée. Mais l'histoire était trop importante. L'image était irrésistible. Une femme humble, une simple travailleuse, risquant tout pour sauver le fils d'un homme riche. C'était le genre de récit qui captive l'imagination du public. Depuis sa chambre d'hôpital, Carolina assistait à la scène avec une horreur grandissante. Elle voyait son propre visage sur tous les écrans. Un visage qu'elle s'était tant efforcée de rendre invisible, insignifiant, oubliable. Il était désormais le visage le plus célèbre du Brésil. « Il faut que vous leur parliez », dit l'attachée de presse de Raphaël, une femme élégante nommée Patricia, lors de sa visite à Carolina le 5e jour. Juste une conférence de business. Presse, répondez à quelques questions, prenez des photos, et ensuite ils vous laisseront tranquille. Non, répondit immédiatement Carolina. Je ne veux pas attirer l'attention. Je veux juste retrouver ma vie normale. Ta vie ne sera plus jamais comme avant, dit Patricia, non sans compassion. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu es désormais une personnalité publique. Le seul moyen de maîtriser cela, c'est de t'exprimer à ta façon. J'ai dit non. Mais Patricia était persévérante, et Raphaël, avec douceur mais fermeté, la soutenait. C'est pour votre propre protection, expliqua-t-il. Si vous ne parlez pas, ils inventeront des histoires sans vous. Ils enquêteront sur votre vie. Ils chercheront des anecdotes. Vous feriez mieux de raconter votre propre histoire en premier. Pour raconter sa propre histoire. Mais son histoire était un mensonge, du début à la fin. Je ne suis pas doué devant les appareils photo, tenta Carolina. Je vais avoir l'air bête. Vous apparaîtrez exactement comme vous êtes, une femme courageuse et humble qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Finalement, Carolina a cédé, principalement parce qu'elle s'est rendue compte que plus elle résistait, plus elle paraîtrait suspecte. La conférence de presse était prévue à sa sortie de l'hôpital, 2 semaines après l'incendie. Patricia s'était préparée avec minutie. Sois bref. S'il te questionne sur ton passé, sois vague mais honnête. J'ai grandi. Dans un milieu modeste, j'ai travaillé dur toute ma vie. N'entre pas dans les détails, souris. Sois la personne que le public a envie de voir. Le jour de la conférence de presse, Carolina était terrifiée. Sa jambe était encore plâtrée, son bras en écharpe. Mais Patricia avait engagé quelqu'un pour la maquiller et la coiffer. Quand Carolina se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Elle avait l'air présentable, presque belle. La conférence de presse s'est tenue dans le hall principal de la Villa Mendes. Raphaël avait insisté pour qu'elle ait lieu là, sur son propre territoire, où il exerçait son contrôle. On y comptait au moins 50 journalistes, munis d'appareils photo, d'enregistreurs et de projecteurs éblouissants. Carolina était assise dans un fauteuil confortable, Raphaël se tenant respectueusement derrière elle. Miguel était à l'école, Dieu merci. Carolina ne voulait pas qu'il soit témoin de tout ce cirque. Les questions ont commencé. Carolina, que ressentez-vous lorsqu'on vous appelle une héroïne? Je ne me considère pas comme une héroïne, a-t-elle déclaré, suivant le scénario préparé par Patricia. J'ai simplement fait ce que ferait n'importe qui aime un enfant. Savais-tu que tu pouvais mourir? Je n'y ai pas réfléchi. Je savais seulement que je devais sauver Miguel. Quel a été le moment le plus effrayant? Quand j'ai compris que nous étions piégés, qu'il n'y avait d'autre issue que par la fenêtre. Les questions se sont poursuivies pendant 30 minutes. La plupart étaient posées avec douceur, axées sur son héroïsme, son rétablissement et ses projets d'avenir. Mais alors, un journaliste d'un tabloïd réputé pour ses enquêtes journalistiques a levé la main.
Carolina, nous avons essayé de retracer votre passé pour établir un profil complet, mais nous avons trouvé très peu d'informations. Aucun emploi antérieur à il y a 5 ans, aucun parcours scolaire après le lycée, aucune présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi êtes-vous si invisible? Le cœur de Carolina a failli s'arrêter. Je tiens à ma vie privée. Mais même pas vos amis d'enfance? Vos proches? Personne de votre passé ne s'est manifesté pour parler de vous. N'est-ce pas étrange? Je n'ai pas de famille proche, dit Carolina en s'efforçant de garder une voix calme. J'ai perdu ma mère il y a des années. Je n'ai pas de frères et sœurs. Et j'ai toujours été discrète. Ce n'est pas un crime d'être réservé. Le journaliste s'apprêtait à poser une autre question, mais Patricia est intervenue. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Madame Carolina se remet encore de ses graves blessures. Merci à tous. La conférence de presse s'est terminée. Carolina a été conduite à l'extérieur tandis que les journalistes continuaient de poser des questions à voix haute. Lorsqu'elle s'est enfin retrouvée seule avec Raphaël dans son bureau privé, elle s'est effondrée. « Ils finiront par le découvrir », murmura-t-elle. « Ils continueront à creuser et ils découvriront que je ne suis pas celle que je prétends être. »« Ils ne le feront pas », affirma Raphaël avec conviction. « J'ai les meilleurs avocats et experts en sécurité du pays. S'il y a quelque chose à trouver, ils le trouveront en premier et nous réglerons le problème discrètement. » Mais Carolina savait que ce n'était qu'une question de temps. Plus elle deviendrait célèbre, plus le risque serait grand. Et elle avait raison. Avance. C'est rapide de 8 ans. 8 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Carolina avait désormais 43 ans, et sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'était plus femme de ménage. Elle n'était plus employée à la maison. Elle était Carolina Mendes, oui, mariée à Raphaël depuis 4 ans, et directrice générale de la Fondation Recomeço, l'une des organisations les plus performantes en matière de réinsertion des anciens détenus au Brésil. L'idée de la fondation venait de Raphaël, mais c'est Carolina qui l'a bâtie. Elle avait repris ses études, obtenu une licence en travail social, puis un master. Elle était devenue une conférencière recherchée sur les thèmes de la justice pénale, de la réinsertion et de la rédemption. Son histoire, du moins la version publique, était inspirante. D'humble femme de ménage à héroïne nationale et dirigeante d'une organisation qui avait aidé plus de 10 000 anciens détenus à reconstruire leur vie. Elle avait écrit 3 livres, Unexpected Courage, Second Chance et Beyond the Past. Tous furent des best-sellers. Il avait donné des conférences dans des universités, des conférences internationales et même à l'ONU. Elle avait été décorée par le président. Sur la place principale de São Paulo se dressait une statue représentant le moment où elle a sauté par la fenêtre avec Miguel. Elle était célèbre, respectée, aimée, et elle était terrifiée à chaque seconde de chaque jour, parce qu'elle vivait encore dans le mensonge. Et plus elle prenait de l'ampleur, plus elle devenait célèbre, plus elle était influente, plus la chute serait dure lorsque la vérité éclaterait enfin. Raphaël le savait, bien sûr. Elle lui avait tout raconté 6 ans auparavant, 2 ans après l'incendie, lorsqu'il l'avait demandée en mariage, et elle ne pouvait pas accepter sans qu'il connaisse toute la vérité. Il était sous le choc, bien sûr, mais après une semaine de réflexion, il a réagi ainsi. « Tu as payé pour tes crimes, tu as changé de vie, tu as sauvé mon fils. Rien de ton passé ne change qui tu es maintenant. » Et Miguel avait maintenant 11 ans, un garçon brillant et gentil qui adorait sa mère, Carolina. Il l'appelait mère depuis des années, avec la bénédiction de Raphaël. Connaissait-il son passé? Non. Carolina et Raphaël avaient décidé d'attendre qu'il soit plus âgé, plus apte à comprendre les complexités de la situation. La vie était belle, vraiment belle, mais elle avait été bâtie sur du sable. Et Carolina savait qu'un jour ce sable serait emporté par les flots. Ce jour-là arriva un jeudi ordinaire de mars. Carolina était dans son bureau à la Fondation Recomeço lorsque le téléphone a sonné. C'était Patricia, l'attachée de presse, la voix tendue. « Carolina, il faut qu'on parle. De toute urgence. Il y a un problème. » « Quel genre de situation ? » ?»« En personne. Rendez-vous immédiatement au bureau de Raphaël. » Carolina sentit ce frisson d'angoisse familier lui parcourir l'échine. Elle prit ses affaires et partit. Dans le bureau de Raphaël, un imposant gratte-ciel du centre-ville de São Paulo, elle trouva Raphaël, Patricia et 2 hommes en costume qu'elle ne reconnaissait pas. « Ce sont nos avocats, » expliqua Raphaël le visage grave. « Asseyez-vous. »
Nous avons un problème. Quel est le problème? Mais Carolina le savait déjà. D'une manière ou d'une autre, elle le savait déjà. L'un des avocats, un homme d'un certain âge nommé Dr. Henrik, ouvrit un dossier. Nous avons été contactés par un journaliste d'investigation, Eduardo Campos, du Journal Nacional. Il affirme avoir des preuves que vous, Carolina, vivez sous une fausse identité, que votre vrai nom est Ana Paula Ferreira et que vous avez purgé une peine de 6 ans de prison pour trafic international de stupéfiants. Le monde de Carolina s'est arrêté de tourner. « Comment ?» murmura-t-elle. « Une ancienne codétenue, Sandra Oliveira, vous a contacté. Elle vous a reconnu grâce à vos nombreuses apparitions médiatiques. Elle possède des photos de vous deux ensemble en prison, des documents et des témoignages d'autres anciens détenus. Oh mon Dieu !» Carolina enfouit son visage dans ses mains. « Oh mon Dieu, non. Il vous offre la possibilité de commenter avant la publication de l'article, » a poursuivi le docteur Henrik. « Mais il le publiera de toute façon, dans 3 jours. »« 3 jours, » répéta Carolina d'une voix somnolente. « Nous pouvons contester cela, Hams, » déclarait le second avocat. « Une action en diffamation, une injonction préliminaire. »« Mais c'est vrai, » interrompit Carolina. « Tout est vrai. Je suis Ana Paula Ferreira. J'ai été arrêtée. Je vis sous une fausse identité. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Il nous faut donc maîtriser le récit, » a déclaré Patricia avec pragmatisme. « Commencez par parler publiquement. Racontez votre propre histoire. Une enfance difficile, des décisions désespérées, la prison, la réinsertion, la décision de recommencer à zéro car le système rend la réinsertion impossible pour les anciens détenus. »« Non, » répondit calmement Carolina. « Non ?» Patricia cligna des yeux. « Non. Je ne me défendrai pas publiquement. Je ne veux pas en faire un spectacle médiatique. » Carolina se leva malgré ses jambes tremblantes. « Je démissionne. De la fondation, de tout, je disparais. »« Carolina, non, » dit Raphaël en lui prenant la main. « Ce n'est pas nécessaire. »« Oui, je le sais, » dit-elle, les larmes commençant à couler. « Tout ce que j'ai construit repose sur des mensonges. Toutes ces personnes que j'ai aidées, d'anciens détenus qui tentent de se reconstruire, comment se sentiront-elles en apprenant que leur leader vivait sous une fausse identité? Que je suis une hypocrite? Tu n'es pas hypocrite, insista Raphaël. Tu as vécu exactement selon les principes que tu prêches. Tu as changé de vie, fait le bien, aidé des milliers de personnes. Mais j'ai menti. Sur qui je suis? Sur mon passé. Sur tout. Carolina, regarde-moi, dit Raphaël en lui prenant doucement le visage entre ses mains. On va surmonter ça. Ensemble. Toi, moi et Miguel. On est une famille. Michael, sanglota Carolina. Oh mon Dieu, Miguel, il va découvrir que je suis une menteuse, une criminelle. Il va découvrir que sa mère a fait des erreurs dans sa jeunesse, mais qu'elle est devenue une personne formidable, corrigea Raphaël. Et vous savez quoi? Il est temps qu'il le découvre. Ce soir, on va le lui dire ensemble, avant qu'il ne le lise dans un journal. Carolina voulait être en désaccord, mais elle savait qu'il avait raison. Ce soir-là, ils ont fait asseoir Miguel, un garçon de 11 ans brillant et perspicace, et lui ont tout raconté. Et la réaction de Miguel? Eh bien ça, c'est une histoire pour la prochaine partie. Suite jusqu'à 10 000 mots. Miguel écoutait tout en silence. Ses parents, Raphaël et Carolina, étaient assis sur le canapé du salon, sous la douce lumière des lampes, et lui racontaient une histoire qui allait bouleverser sa perception du monde. Carolina a parlé d'Ana Paula, de son enfance difficile à Paraísopolis, de son petit ami violent, de sa décision désespérée de transporter de la drogue et de son emprisonnement. 6 ans, dit-elle, les larmes coulant à flots. 6 ans de prison. J'étais une autre personne à cette époque, Miguel. Une personne qui prenait de terribles décisions. Mais elle a changé, a ajouté Raphaël. Antias. Prison, grâce à l'aide d'une religieuse nommée Sœur Teresa, elle s'est transformée. Elle a étudié, mûri et décidé de devenir une meilleure personne. Et quand je suis sortie, a poursuivi Carolina, le système rend presque impossible pour les anciens détenus de trouver du travail, un logement, quoi que ce soit. Alors, j'ai reçu de l'aide pour recommencer à zéro, avec une nouvelle identité. Carolina da Silva. Tu as menti, dit Miguel. Ce n'était pas une question. Oui, répondit Carolina sans chercher à s'excuser. J'ai menti sur mon identité. Sur mon passé, j'ai vécu sous de faux papiers pendant 10 ans. C'est illégal. Oui, c'est le cas. Miguel resta longtemps silencieux. Carolina sentait son cœur se déchirer à chaque seconde qui passait. Finalement, Miguel a demandé « Et quand vous m'avez sauvé des flammes,
Saviez-vous que vous deviendriez célèbre, que les gens enquêteraient sur vous? Non, répondit Carolina honnêtement. Je n'ai pensé à rien de tout. Ça? Je pensais seulement à te sortir de cette pièce avant qu'on meure. Tu as donc tout risqué, ton identité secrète, ta sécurité, pour me sauver. Oui, sans hésitation. Miguel la regarda longuement. Puis, pourquoi? Parce que je t'aime, dit simplement Carolina, plus que ma propre vie, plus que tout. Même si elle n'est que, ce que vous avez dit précédemment, une femme de ménage payée pour nettoyer notre maison, tu n'as jamais été juste quelque chose pour moi. Miguel, dès le premier jour où je t'ai tenu dans mes bras, bébé, tu as été mon fils dans mon cœur. Tu ne m'as peut-être pas donné naissance, mais je t'ai élevé, je t'ai aimé, et je referai tout sans hésiter. Le silence se prolongea, puis Miguel se leva. Carolina pensait qu'il allait partir, qu'il allait la rejeter, et il l'avait bien mérité. Mais au lieu de cela, il s'est approché d'elle et l'a prise dans ses bras. « Tu es ma mère, » dit-il, la voix étouffée contre son épaule. « Je me fiche de ton nom. Je me fiche de ce que tu as fait à mon âge. Tu m'as sauvé, tu m'as toujours aimé, tu es ma mère. » Et Carolina s'est complètement effondrée, serrant dans ses bras ce garçon, ce jeune homme, qu'elle aimait plus que sa propre vie. « Je t'aime tellement, » sanglota-t-elle. « Je suis désolée d'avoir menti. Je suis désolée de ne pas être parfaite. »« Personne n'est parfait, » dit sagement Miguel. « Mais tu es parfaite pour moi. » Raphaël se joignit à l'étreinte, et tous trois restèrent. Ainsi longtemps. « Alors, » dit finalement Miguel en s'essuyant les yeux, « que va-t-il se passer maintenant? Va-t-il y avoir des problèmes? » Probablement, dit Raphaël. L'histoire finira par éclater. Il y aura un scandale. Sa mère pourrait être poursuivie pour usurpation d'identité. Alors on se bat, dit Miguel avec une détermination qui surprit les deux adultes. On raconte la vérité, l'histoire des secondes chances, l'injustice du système envers les anciens détenus, l'histoire de sa mère qui a aidé des milliers de personnes. Miguel, non, sérieusement, réfléchissez-y. La fondation que dirige sa mère aide les anciens détenus, n'est-ce pas? Et maintenant, on va découvrir qu'elle est elle-même une ancienne détenue. Cela ne renforce-t-il pas le message? Cela ne prouve-t-il pas que le changement est possible? Raphaël et Carolina échangèrent un regard. Il n'a pas tort, dit lentement Raphaël. Mais le public, une partie de lui te crucifiera, a admis Raphaël. Mais nombreux seront ceux qui verront la vérité. Tu es la preuve vivante que la rédemption existe. J'ai déjà parlé avec les avocats, a poursuivi Raphaël. Concernant d'éventuelles poursuites pénales, le délai de prescription est expiré pour la plupart des infractions liées à l'usurpation d'identité. Vous pourriez écoper d'amende, peut-être d'une mise à l'épreuve, mais probablement pas de prison. Mais ma réputation, tu survivras, affirma Raphaël avec conviction, car nous nous battrons. Nous raconterons ton histoire, la vraie histoire, et nous avons confiance que les gens te verront tel que tu es vraiment. Quelqu'un qui a commis des erreurs, qui en a payé le prix, qui a changé et qui a consacré sa vie entière à faire le bien. L'histoire s'est déroulée exactement comme prévu. Scandale retentissant. Une héroïne nationale démasquée, une ancienne détenue qui va sous une fausse identité, titrèrent les journaux. L'indignation fut générale. Des appels ont fusé pour exiger l'arrestation de Carolina. On l'accusait d'avoir trompé tout le monde. Certains se demandèrent même si l'incendie était réel ou mis en scène. Mais il y a aussi eu du soutien, étonnamment beaucoup, des milliers d'anciens détenus que Carolina avait aidés par le biais de la fondation Recomeço se sont manifestés, partageant leurs témoignages sur la façon dont elle avait changé leur vie. Des experts en justice pénale ont discuté des barrières systémiques qui rendent presque impossible la réinsertion sociale des anciens détenus. Sœur Teresa, aujourd'hui âgée de 77 ans, a donné une interview poignante dans laquelle elle défendait Carolina et reconnaissait son rôle dans l'obtention d'une nouvelle identité pour cette dernière, arguant que parfois de petites injustices sont nécessaires pour combattre de plus grandes injustices. Et la vidéo de l'incendie, cette vidéo granuleuse de Carolina sautant par la fenêtre avec Miguel dans les bras, a circulé à nouveau, rappelant à tous que, quoi qu'il en soit, elle avait risqué sa vie sans hésiter. Comme prévu, Carolina a été inculpée. Mais Raphaël a engagé la meilleure équipe d'avocats du pays. L'affaire a pris une toute autre dimension que la simple usurpation d'identité. Elle a mis en lumière les dysfonctionnements du système carcéral, le choix entre réhabilitation et punition et la valeur d'une seconde chance. Au final,
Carolina a écopé de 2 ans de probation, de 500 heures de travaux d'intérêt général qu'elle a effectués au sein même de la Fondation et d'une amende de 100 000 RAAS que Raphaël a payé malgré les protestations de Carolina. Mais surtout, elle a conservé son poste à la Fondation Recomeço. De fait, la Fondation a prospéré. Les dons ont augmenté. Davantage d'anciens détenus ont sollicité son aide, inspirés par le fait de voir une personne qui leur ressemblait à un poste de direction. Carolina a écrit un 4e livre, La vérité tout entière. Elle y raconte toute son histoire. Anna, Paula, le trafic d'êtres humains, la prison, la transformation, sa nouvelle identité, l'incendie, tout. Ce fut son plus grand succès, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Elle a également commencé à militer publiquement pour une réforme de la justice pénale. Elle a témoigné devant le Congrès. Elle a collaboré avec les législateurs à la création de meilleurs programmes de réinsertion. Son message était simple mais puissant. Je suis la preuve que les gens peuvent changer. Mais notre système rend cela presque impossible. Nous devons faire mieux. Miguel, aujourd'hui âgé de 13 ans, était lui aussi devenu un militant. Il donnait des conférences dans les écoles sur le pardon et la seconde chance. Il racontait avec fierté l'histoire de sa mère. « Elle m'a sauvé des flammes », disait-il toujours. Mais surtout, elle m'a appris que personne n'est défini par ses pires moments. Ce qui nous définit, c'est la façon dont nous nous relevons après une chute. Quant à Carolina et Raphaël, leur mariage s'est renforcé face à l'adversité. S'il subsistait le moindre doute quant à son engagement, il s'est dissipé lorsqu'il l'a soutenue pendant le pire scandale de sa vie. Dans la joie comme dans la peine, a-t-il déclaré aux journalistes qui lui demandaient pourquoi il ne divorçait pas. « J'ai fait ses vœux et je les maintiens. Carolina est ma femme. Elle est la mère de mon fils. Et rien ne changera cela. » Et finalement, un soir, 2 ans après que l'histoire ait éclaté, Carolina était assise sur la terrasse de sa maison. Il vivait toujours dans le manoir, mais c'était devenu un véritable foyer maintenant, plein d'amour et de rire, et non plus un simple luxe vide. Miguel faisait ses devoirs à l'intérieur. Raphaël était à côté d'elle, lui tenant la main. « Le regrettez-vous » demanda-t-il. « En partie ?» Carolina réfléchit longuement. « Je regrette les crimes que j'ai commis dans ma jeunesse. Je regrette d'avoir utilisé une fausse identité, même si je comprends pourquoi je l'ai fait. Mais est-ce que je regrette d'avoir sauvé Miguel, d'avoir construit une vie ici, de t'aimer? Non, pas une seule seconde. Bien. » Raphaël la serra contre lui. « Parce que moi non plus, je ne regrette rien. » Ils restèrent debout en silence, contemplant le coucher de soleil sur São Paulo. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Carolina. « J'ai passé 10 ans à avoir peur que la vérité éclate. Je pensais que ce serait la fin de tout. Mais maintenant que tout le monde sait, je me sens plus libre que jamais. Parce que les secrets sont des prisons, dit Raphaël. Et tu as déjà passé assez de temps emprisonné. C'est vrai. Carolina sourit. Mais vous savez quoi d'autre? J'ai découvert que la plupart des gens sont plus compatissants qu'on ne l'imagine, que le pardon est possible, que la rédemption n'est pas qu'un joli mot, mais une réalité. Tu en es la preuve. Nous en sommes la preuve, corrigea Carolina. Moi, toi, Miguel, tous ceux qui ont fait partie de la Fondation. Nous sommes la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour être meilleur. À l'intérieur, Miguel a crié « Maman, papa, venez voir ce que j'ai dessiné ». Carolina et Raphaël se levèrent en souriant. « Allons voir ce que notre artiste a créé », dit Raphaël. « Notre artiste », répéta Carolina, une chaleur l'envahissant. « Notre famille, notre fils, notre vie, une vie qu'elle a failli perdre, une vie qu'elle a dû défendre avec acharnement, une vie bâtie sur des erreurs et la rédemption, des mensonges et des vérités, des chutes et des relèvements. Mais au final, c'était à elle, vraiment à elle. Et tandis qu'elle entrait main dans la main avec Raphaël pour voir ce que Miguel avait créé, Carolina réalisa quelque chose de fondamental. Le prix de la rédemption avait été élevé. Il avait coûté la vérité, la vulnérabilité, l'humiliation publique, une peur constante. Mais ça valait chaque centime. Car la rédemption ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de l'intégrer, d'en tirer des leçons et d'utiliser ces enseignements pour bâtir un avenir meilleur. Et l'avenir de Carolina, plein d'amour, de sens et de la possibilité d'aider les autres à trouver leur propre seconde chance, était plus radieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé dans cette cellule glaciale, tant d'années auparavant. Parfois, elle se souvenait encore d'Ana Paula Ferreira, cette jeune fille effrayée et désespérée qui avait pris de terribles décisions, et il lui a
Envoyer amour et pardon, car Anapola devait exister pour que Carolina puisse naître. Carolina devait tomber pour apprendre à voler.